nous nous sommes réunis aujourd'hui au Centre francophone de l'Université de Belgrade dans le cadre d'un cycle de cours magistraux que monsieur le professeur Philippe Bonolas, professeur invité à la faculté de philologie de l'Université de Belgrade, fait depuis 8 ans pour les étudiants de 3e année du département d'études romanes de la faculté de philologie. Il s'agit d'un cycle de cours consacré à la littérature du XVIIe siècle et aujourd'hui nous allons écouter une conférence consacrée à l'œuvre de Molière. Voilà, donc je remercie Madame Binavert d'avoir préparé la continuité, dirais-je, de ce cycle de cours et j'aimerais donc présenter aujourd'hui un de ces phares au sens baudelairien de la littérature du XVIIe siècle, donc Molière. Comme pour les auteurs précédents, il appartient à cette génération des années 20 du XVIIe siècle, puisqu'il est né en 1622 et meurt en 1673, donc relativement jeune. La féconde invention molièresque échappe un peu, comme ce serait le cas pour Shakespeare, à toutes les classifications. Parce que c'est par un artifice qu'il nous faut distinguer au fond les lignes de force qui caractérisent cette œuvre. D'abord, nous avons tout un cycle de farces qui s'inscrivent dans la tradition italienne. Et jusqu'à la fin de sa vie, mais surtout dans la période provinciale de Molière, Molière joua sur ce canevas ancien, c'est-à-dire cette trame théâtrale, en général qui sont des canevas empruntés au théâtre italien et qui vont constituer ce que l'on a appelé les petites comédies, des comédies donc en un acte et en prose. Lagrange, dans le registre donc qu'il a consigné, nous fait connaître une dizaine de titres qui appartiennent donc à ce cycle. On y trouve toujours dans ces comédies une tête de Turc, c'est-à-dire une sorte de victime. Alors, qui sont les têtes de Turc? C'est soit un médecin, un maître d'école, des petits officiers de justice, avec tous les effets comiques qui sont ceux de la farce. La farce se signalait aussi par la présence de ce que l'on appelait des masques. Masques donc à l'italienne, c'est-à-dire des types comiques que l'on retrouvait de pièce en pièce. Et Molière en a adopté 3 spécialement. Mascarille, Asganarelle et Scapin. Mascarille portait, lui, véritablement un masque quand il jouait, et il apparaît dans plusieurs pièces, l'étourdi, le dépit amoureux, les précieuses ridicules. Dans l'étourdi, pièce qui est inspirée donc d'une œuvre italienne du début du XVIIe siècle, Mascarille est un valet dynamique, inventif, beau parleur, qui ne quitte guère la scène d'ailleurs. Et par sa virtuosité, par sa faconde, c'est-à-dire la richesse, la prolixité verbale, il anime une intrigue qui, sans lui, souffrirait au fond des bévues monotones du maître étourdi qui donne son titre à la pièce. Mascarille, nous le retrouvons dans Les Précieuses Ridicules. Mais Molière avait déjà perfectionné son art en suivant à Paris donc les leçons du sobre mais de l'expressif de Scaramouche. Et dans la comédie des Précieuses, qui se jouait donc de la sottise provinciale qui était confrontée justement au raffinement parisien et à son jargon, intervenait donc le personnage de Mascarille, valet vaguement frotté de lettres, pourrait-on dire, prétentieux mais original, ivre de sa puissance d'un jour et en même temps ravi d'obéir aux ordres qui lui permettent d'exhiber
ses talents refoulés, justement. Ainsi, Mascari n'est plus désormais un emploi, il est devenu un type, un caractère. Le personnage de Sganarelle est beaucoup plus français. Les Français, d'ailleurs le public français, s'est souvent reconnu dans ce personnage, et à l'inverse du style italien, le personnage de Sganarelle est souvent un lourdeau, assez bon comédien, raisonneur, tel donc il se signale dans la pièce du médecin volant, et on le retrouvera plus tard dans l'une des grandes comédies, donc Don Juan. Mais dans Don Juan, il cohabite avec les grands qu'il admire pour leur comportement affranchi de toutes les règles ordinaires, tout en essayant de se situer maladroitement par rapport à son maître et essayant d'imiter leurs audaces et qui dépassent bien sûr les limites de son propre univers. Et comme le personnage de Sosie dans Amphitryon, Sganarelle a bien conscience de sa couardise, c'est-à-dire de sa lâcheté face à la vaillance racée de son maître Don Juan. Il se protège comme il peut des audaces de celui-ci, des témérités morales dont il est le témoin, et dans le souci de sa sécurité, il essaie même de le convertir, mais le discours qu'il entreprend, bien évidemment, excède ses connaissances et il s'effondre dans un jeu de scène caractéristique de façon burlesque, un burlesque bien sûr qui ne manquait pas de faire rire le public parce que l'on s'appuyait à nouveau sur des ressorts relevant de la farce. Le dernier Sganarelle qui apparaît dans le théâtre de Molière est précédé donc d'une version bourgeoise du type de l'amour médecin, et donc c'est celui du médecin malgré lui, qui est une pièce en 3 actes, en prose, et comme Mascari, c'est un déclassé. Le sujet était plaisant pour l'époque. Il est sorti de sa condition de valet, puisqu'il a servi 6 ans chez un médecin, ce qui est une promotion, bien évidemment. Cependant, le caractère, la nature du personnage demeure, c'est un paysan rusé, paillard, qui aime aussi boire, et il s'impose au fond par son langage populaire, ce que l'on pourrait appeler sa gouaille, et en même temps son esprit d'à propos. Molière, d'ailleurs, à la surprise générale, revêtira un dernier masque, puisqu'il est comédien aussi, et c'est celui de Scapin. Pour son plaisir, d'ailleurs, il recueillera dans les fourberies de Scapin, donc pièce en 3 actes et en prose de 1671, tous les procédés comiques hérités donc de ses maîtres qui vont donc du théâtre antique, notamment de Terence, jusqu'à Cyrano. Mais c'est surtout à la Commedia dell'arte, bien sûr, qu'il emprunte. Scapin combine en effet les 3 traits des valets italiens, les plus remarquables de Molière, donc, et c'est une figure centrale dans cette comédie. Scapin assimile, on pourrait dire, tous les gags comiques, toutes les adresses, avec sa présence d'esprit et sa langue qui captive. Scapin est donc, au fond, une sorte d'hommage de Molière à ses devanciers, mais aussi à son art. Alors, une autre catégorie, donc, dans cet ensemble, pour lequel j'avais dit qu'il nous fallait faire, disons, des regroupements un peu artificiels, mais afin de voir la richesse de cette œuvre, ce deuxième ensemble est constitué par ce que l'on a appelé les divertissements royaux. Molière a eu la chance de connaître le roi Louis XIV, mais le roi Louis XIV jeune.
c'est-à-dire un prince amoureux, excellent danseur, qui aimait les divertissements et qui, donc, jusqu'en 1672 au moins, donc, ne concevait pas de divertissement sans la contribution de Molière. Et Molière, donc, a servi son prince avec une application sans défaillance, dans des conditions parfois très acrobatiques, pourrait-on dire. Il arriva même que, et ce fut le cas pour l'amour médecin, donc, pièce en 3 actes de 1665, que le divertissement ait été proposé, fait, appris, représenté en 5 jours. Et malgré la précipitation, l'activité, au fond, ne parut pas déplaire à Molière, car elle lui offrait l'occasion de collaborer avec les plus grands artistes de son temps. Et au théâtre du Palais Royal, on a pu assister à tous les autres spectacles dont le roi avait eu bien sûr la primeur. D'abord, ce furent les Fâcheux qui virent la création de la formule nouvelle pour l'époque de ce que l'on a appelé la comédie-ballet. Comédie-ballet donc qui a été donnée à Vaux-le-Vicomte justement pour cette fameuse fête fatale, pour le surintendant des finances Fouquet, donc donnée le 17 août 1661, fatale puisque c'est donc cette fête somptueuse qui allait entraîner sa chute. La réussite exceptionnelle de la fête, donc donnée par le surintendant des finances, était due à la conjonction rare de talents exceptionnels. D'abord, le machiniste italien Torelli, le peintre Lebrun, qui sera chargé plus tard de la décoration de Versailles, le musicien et le chorégraphe Beauchamp, qui sera ensuite dans les spectacles de Molière, et c'est en janvier 1664 que Lully, pour la première fois, fut chargé d'écrire la musique d'un ballet royal. Molière a écrit à cette occasion une petite comédie mascarade, je cite, pour relier les entrées. Et cette petite comédie, donc, ce fut Le mariage forcé. Et quelques mois plus tard, La princesse d'Énide, grande pièce, en 5 actes, écrite d'abord en vers et avec une autre version en prose. Pour donner une idée au public parisien des splendeurs des fêtes royales données donc au Louvre ou à Saint-Germain, Molière a conçu Amphitryon en 3 actes en janvier 1668. Amphitryon est une pièce à machine, en vers libre, tout imprégné de cette fantaisie poétique qui plaisait spécialement à Louis XIV. Et Amphitryon ne peut être dissocié de l'atmosphère d'allégresse qui régnait en France après les succès militaires rapides, spectaculaires d'ailleurs, de la guerre entreprise par le roi, guerre que l'on a appelée de dévolution. Et le personnage de Jupiter, vainqueur, triomphant tant par les armes que par son charme, donc, eh bien, parvenait donc à conquérir l'honnête Alcmène, c'est-à-dire donc personnage à clé, et ça correspondait très probablement donc à Madame de Montespan. Bien sûr, dans cette pièce figurait le jeune prince à qui tout est permis et dont la cour apparaissait comme une sorte de temple des plaisirs. Et la transposition de l'Antiquité qui, pour les doctrinaires, c'est-à-dire doctrinaires du théâtre, les habiles, les savants de l'époque, était un point justement où l'on attendait Molière. Et
contrairement à ce que l'on pouvait craindre, ceux-ci, donc les doctes, ont jugé réussi cette transposition. La critique a salué la pièce, l'année même d'ailleurs, l'année même où le vers libre donc contribuait à la grâce d'un autre genre littéraire dont on parlera un peu plus tard, donc les fables de Jean de La Fontaine. Dans le même environnement de ballet et de danse, Molière écrira à la hâte, pour la saison des chasses de Chambord, un opéra comique, Monsieur de Pourceaugnac. Donc c'est une pièce en 3 actes, écrite en prose, avec des intermèdes. Elle date de septembre 1669. Les ballets bouffons, où défilent toutes les cibles de la farce, les médecins, les apothicaires, les avocats, sont dominés par un personnage que l'on pourrait dire naturel au sens du XVIIe siècle, c'est-à-dire ce provincial naïf venu à Paris pour ses affaires et qui prétend donc en plus devenir galant. C'était évidemment une friandise pour les Parisiens moqueurs de voir apparaître ce type de personnage. Et le plaisir fut tel que la transposition au féminin du personnage de Monsieur de Pourceaugnac donnera l'occasion d'écrire une autre pièce, donc sous la forme féminine, donc donnant la comtesse d'Escarbagnac. Vient ensuite une autre grande pièce en 5 actes, en prose, intégrant là aussi les ballets, donc le bourgeois gentilhomme, avec tous ses intermèdes. Le bourgeois gentilhomme est donné à Chambord, là encore, à l'occasion des chasses d'automne en octobre 1670. Et on peut dire que jusqu'au Malade imaginaire, pièce en 3 actes et en prose, avec des intermèdes, eh bien, la période productive de Molière a, au fond, toujours intégré cette dimension musicale et, bien évidemment, avec la collaboration de Lully, musicien excellent, même s'il était insupportable. 2 grandes comédies en prose interviennent. La comédie dont j'ai parlé, qui n'est pas spécialement comique, qui posera des problèmes à Molière, c'est celle de Don Juan, qui s'inscrit donc dans la foulée de l'interdiction du Tartuffe, et l'autre comédie de caractère, l'Avare. On peut dire que les vicissitudes du métier donc de comédien, de metteur en scène et bien sûr de dramaturge ont obligé Molière, qui avait présenté avec éclat en 1662 un nouveau type de comédie en vers, à écrire donc 2 ouvrages en 5 actes et en prose pendant cette période difficile pour lui au regard de la contestation qu'il devait affronter, des cabales même, entre 1664 et 1669. Alors, Don Juan, dont je viens de parler, qui date de février 1665, s'inscrit en effet dans le sillage, c'est-à-dire dans la continuité du Tartuffe. Pourquoi ? Parce que le Tartuffe est interdit en raison de la cabale des dévots, qui s'est sentie visée, probablement avec raison, et qui a réussi à, dans un premier temps, obtenir l'interdiction de représentation. Don Juan est une comédie énigmatique. Elle inclut d'abord une dimension surnaturelle, tout à fait inhabituelle pour, disons, la comédie. Et Don Juan a été l'occasion où s'est prêté à toutes les sollicitudes de la critique et surtout de l'interprétation. Interprétation qui a considérablement évolué et surtout depuis le XIXe siècle.
malgré cela, malgré la profondeur, la dimension énigmatique de cette pièce, il ne faut pas oublier que c'est une pièce de circonstance, dont le sujet, à la mode, permettait de remplir une salle de spectacle en ces temps difficiles pour Molière. Et par ailleurs, étant donné les circonstances, disons, compliquées et les défis que Molière devait relever, eh bien, on pourrait dire Molière y exprime en partie ses convictions. Molière, en effet, a donné sa marque au personnage de la tradition espagnole qu'il a porté sur scène. Coupable d'enlèvement d'une religieuse, avec un mariage clandestin, et, comme le dit son père, épuisant le crédit dont celui-ci bénéficiait auprès du roi à force d'intervenir en faveur de son fils, poursuivi par la famille de celle qu'il a abandonnée après l'avoir déshonorée, Don Juan trouve dans l'hypocrisie le remède efficace à tous ses ennuis. Il échappe de la sorte aux punitions ordinaires. Celui que Sganarelle appelle ce grand seigneur méchant homme ne pourra donc être puni que par le ciel et non pas par les hommes. La personnalité du héros éponyme est complexe. Sa naissance, d'abord, lui permet sans doute des vices, entre guillemets, inconnus au commun des mortels, c'est-à-dire notamment aux roturiers. Mais ses vertus aussi. D'abord, ce que l'on pourrait qualifier de générosité de race. Ce sens de l'honneur nobiliaire est peut-être la seule donc de cette qualité, jointe à sa vaillance et en même temps à un pouvoir de défi qui force l'admiration de Sganarelle, mais aussi des spectateurs. Et tout son entourage ressent à la fois, disons, un sentiment ambigu, puisque, comme l'exprime peut-être le plus ouvertement Sganarelle, son entourage est terrifié, mais en même temps admiratif. Et donc, on s'explique facilement la séduction du personnage et par voie de conséquence, l'imprudence de maintenir à l'affiche, pour la rentrée du printemps 65, une pièce qui, au fond, posait de nombreux défis et qui était compromettante pour l'auteur. L'autre comédie que j'ai évoquée est tout à fait différente. L'Avare, donc, qui est de septembre 68, elle rencontre peu de succès d'abord. Molière, au fond, comme on l'a dit, finissait par se faire concurrence à lui-même, avec des pièces beaucoup plus brillantes. On a parlé d'Amphitryon, et plus encore le retour fracassant de Tartuffe, car Molière obtient du roi, n'est-ce pas, l'autorisation de remettre sa pièce donc à l'affiche. Et donc la pièce de l'Avare reste cependant pour nous un témoignage supplémentaire du génie qu'avait Molière pour métamorphoser un sujet. Alors, la trame de cette pièce est d'une extrême banalité. Il l'emprunte d'ailleurs au théâtre latin, à Claude, dans l'Aularia, et même à des auteurs français qui l'ont précédé, comme Boisrobert. Le caractère de l'Avare, donc, n'est pas du tout original. Mais Molière implante son personnage dans l'actualité. La prospérité relative de la France dans
ces années, donc 60, fin des années 60, début des années 70, a favorisé un phénomène sociologique aux conséquences importantes, c'est un enrichissement rapide de la bourgeoisie, alors que la noblesse, et notamment la petite noblesse de province, a connu une perte de ses revenus du fait que l'inflation existait et que d'autre part les revenus de la terre ne bougeaient pas. Et cette bourgeoisie donc prête avec usure à une jeunesse aristocratique, surtout assez insouciante, dépensière, folle de vêtements, et que représente parfaitement le personnage de Cléante. L'abondance assez récente de l'or en Europe, et donc chez ces familles de bourgeois enrichis, fait en même temps naître, grandir la crainte de perdre cet or récemment acquis. Et cette crainte, dans le personnage de l'avare, va devenir une véritable hantise. On sait que c'est un veuf de longue date et qu'il s'est mis aussi en tête de se remarier. Voilà donc le personnage propulsé. Et de son propre chef, au fond, il sort de ce milieu clos dans lequel il avait évolué, milieu archaïque. Il reste étranger au monde, étranger à la mode qu'il ne comprend pas, et en raison de son ambition, au fond, son ambition de s'établir par ce nouveau mariage, il est contraint de se sacrifier à des coûteuses bienséances dont il ignore toutes les règles. Par ailleurs, c'est un maître autoritaire avec son personnel, et ce qui, au fond, va créer, et là ce sont des ressorts du comique, des tiraillements et des contradictions bouffonnes. Par ailleurs, il est dépendant de son domestique. Et ce personnel qui est très réduit, qui est écrasé de travail, qui souffrait sans espoir au fond de voir les efforts récompensés, se trouve subitement en position de force et bien sûr va profiter avec allégresse des circonstances. Par cette comédie, Molière est aussi entré dans l'âme des petites gens, tous ces employés de maison de l'Ancien Régime, et il a su en faire un portrait extrêmement fin. Et d'ailleurs, c'est de ces personnages, de leur réaction, que la gaieté de cette œuvre émane, qui atteignit beaucoup les circonstances, au fond, d'une situation morale des enfants qui se trouvent dans une position poignante et qui est aussi le reflet d'un problème de société que Molière aborde souvent, qui est un problème actuel pour l'époque, c'est l'autorité parentale, donc devenue excessive sur les enfants. Ces enfants, d'ailleurs, essaient, le fils et la fille, d'échapper au climat sombre, triste, étouffant du foyer, en nouant chacun de son côté une idylle dans le pur style amoureux donc de la tradition des comédies venant de Terence. Et ce contraste compensatoire qui est assorti bien sûr du dépit amoureux, autre ressort comique, eh bien on le retrouvera dans des pièces comme Le bourgeois gentilhomme, en Tartuffe, mais encore dans Les Fourberies. C'est cependant peut-être dans l'avare que cette dimension a pris le plus de relief. Alors vient un autre cycle, donc ce cycle que l'on pourrait définir comme les grandes comédies ou les comédies soutenues. Alors ces comédies soutenues, donc il y a Le Misanthrope,
Tartuffe, bien sûr, et Les femmes savantes, pour retenir donc ces trois grandes œuvres majeures. Ces trois œuvres, d'abord, se ressemblent parce que ce sont des comédies en vers. Et contrairement à beaucoup de pièces de Molière, Molière a beaucoup travaillé sur ces trois comédies. Et dès 1664, il songeait au Misanthrope. Or, le Misanthrope ne sera représenté qu'en janvier 1666. L'intelligence de cette comédie se fonde sur la remarquable explication qu'en a donnée Donneau de Visé, qui, un temps, fut l'ennemi de Molière, dans une lettre écrite donc sur la comédie, dite lettre du Misanthrope, que Molière lui-même fit imprimer en tête de sa pièce. Et là, je cite Donneau de Visé, « Il n'a pas voulu faire une comédie pleine d'incidents, mais une pièce seulement où il puisse parler contre les mœurs de ce siècle. » L'abus dans cette comédie est l'excès, si vous voulez, de la civilité mondaine qui est une spécialité si française et bien évidemment dont le haut lieu était la cour. Molière en était un témoin quasiment quotidien et finissait par en être exaspéré. Il aurait donc pu choisir comme plaisant de comédie un de ces chimériques de cour que l'on appelait les petits marquis ou les petits maîtres, dont les originaux ne manquaient point. Et on les voit, ces petits marquis, donc frivoles et vaniteux, apparaître ici et là dans ce théâtre. Cependant, ici, le principal plaisant, c'est paradoxalement l'homme qui cherche la sincérité et qui se trouve comme immergé dans la fausse honnêteté en revendiquant la véritable honnêteté. Et cette franchise, d'ailleurs, du caractère rencontre dans la pièce, dans son entourage, des sympathies, et notamment Éliante. Éliante dit bien dans la pièce qu'elle lui trouve quelque chose de noble et d'héroïque. Cependant, le ridicule du personnage vient du fait que celui qui est encore appelé l'atrabilaire, dans le sous-titre de la pièce, l'atrabilaire amoureux, a tendance à grogner à temps et à contre-temps. Et bien évidemment, la scène d'exposition où les deux personnages, donc le misanthrope et son ami Philinte, entrent in medias res, donne les clés de ce que sera donc le décours, de ce que l'on rencontrera dans le décours de la pièce. Et je vous cite très rapidement donc les premières répliques. La première est de Philinte. « Mais encore, dites-moi, quelle bizarrerie !» On lui coupe la parole. « Laissez-moi là, vous dis-je, courez-vous cacher. Mais on entend les gens, au moins sans se fâcher. Moi, je veux me fâcher, et ne veux point entendre. Philinte, dans vos brusques chagrins, je ne puis vous comprendre, et quoiqu'amis enfin, je suis tout des premiers. » On lui coupe la parole. « Moi, votre ami, rayez cela de vos papiers. J'ai fait jusqu'ici profession de l'être. Mais, après ce qu'en vous, je viens de voir paraître, je vous déclare net que je ne le suis plus et devenu le place en des cœurs corrompus. Je suis donc bien coupable, Alceste, à votre compte. Allez, vous devriez mourir de pure honte. Une telle action ne saurait s'excuser et tout homme d'honneur s'en doit scandaliser. Je vous vois accabler un homme de caresses et témoigner pour lui les dernières tendresses, de protestations, d'offres et de serments, vous chargez la fureur de vos embrassements, et quand je vous demande après quel est cet homme, à peine pouvez-vous dire comme il se nomme. Votre chaleur pour lui tombe en vous séparant, et vous me le traitez à moi d'indifférent. Morbleu,
C'est une chose indigne, lâche, infâme de s'abaisser ainsi jusqu'à trahir son âme. Et si par un malheur j'en avais fait autant, je m'irais de regret pendre tout à l'instant. Bien, je m'arrête, mais on peut observer par ces premières répliques, donc, que le ton est donné, et donc on le retrouvera en permanence. Et justement, parce que le personnage d'Alceste s'enferme dans son système, pourrait-on dire, non par inconscience, mais comme l'indiquent les répliques donc, de la scène d'exposition, de propos délibérés, il le dit bien, je veux, pour une sorte de gloire du martyr, qui en fait donc une parodie vivante, pourrait-on dire, du héros tragique. Molière met par ailleurs dans sa bouche, d'ailleurs, quelques vers d'Ucide, et bien évidemment le public qui est friand de théâtre, le public qui est cultivé, qui connaît le répertoire, se régale. Le personnage d'Alceste est prisonnier de ses illusions, et contrairement aux apparences, puisqu'il nous dit qu'il hait tous les hommes, eh bien, quand on analyse le personnage, on se rend compte qu'il a soif de l'amitié, il a soif de l'amour de son prochain. Et son indignation, au fond, montre simplement une sensibilité blessée. Et qui plus est, il a en commun avec tous ceux qu'il fustige les réflexes généraux de courtoisie qui caractérisent l'époque et qui, comiquement, vont paralyser l'expression de son sentiment réprobateur, devant Oronte par exemple, dont, au fond, la manie vaniteuse le fait enrager. Mais il est surtout attaché au monde, bien évidemment, par son amour pour Célimène, qui, par ses charmes, par ses jeux d'esprit, sait garder à ses pieds les amants dont elle respire, pourrait-on dire, l'encens. Mais puisqu'il s'agit d'une comédie, le ridicule doit l'emporter sur la dimension pathétique du personnage. Et si Philinte incarne le raisonneur traditionnel de comédie, parce qu'il relance justement les extravagances de ce personnage comique, qui est donc un masque, au sens où on l'a défini au commencement, avec donc un effet de symétrie contrastée entre les répliques du misanthrope et les répliques de Philinte. Et d'ailleurs, Molière a su créer en Philinte un caractère tout en nuances, un caractère plein de délicatesse, sans le faire sortir de l'univers comique, mais d'un comique raffiné. Et d'ailleurs, à ce propos, Donneau de Visé a trouvé la belle formule de rire dans l'âme. Tartuffe, quant à lui, dont la première version donc, fut donnée à Versailles en 1664, dans un ensemble donc, qui s'appelait Les Plaisirs de l'île enchantée, fut donc représenté plus tard en 5 actes. Alors, la trame est simple, c'est l'histoire au fond d'une escroquerie, dont l'intervention personnelle du roi, qui n'est pas exceptionnelle dans la réalité, permet d'arrêter le cours. Et le scandale qu'a suscité Tartuffe à Paris est venu moins de l'escroquerie que tente de commettre le personnage, qui au fond est un thème comique, que de son mode d'introduction. Or, ce mode d'introduction, eh bien, c'est le vêtement de la religion. Or, justement, le personnage de Tartuffe, avec cette sorte de passeport, de dévotion, alors qu'il représente le type du parasite, eh bien, est présenté comme, au fond, un
une sorte de trame, hein, comme la cause de cette, disons, déviance. Mais il va vite devenir dangereux, tant en raison de la crédulité d'Orgon, que parce que, de façon inattendue, il est touché par les charmes de la maîtresse qu'il tente de séduire. Et pour couvrir ses imprudences, il va forcer son personnage, développer, au fond, toute une rhétorique du mal et prêcher un pur langage dévot, entraînant une confusion des valeurs qui revêtait une sorte de dimension démoniaque. Or, justement, n'était-ce pas pour le public affaiblir la foi, soutien de la société selon les critères de l'époque, que de prendre acte sur un théâtre de cette hypocrisie blasphématoire? Et l'audace de Molière s'appuyait beaucoup moins sur le libertinage prétendu du personnage que sur le principe fondamental de son art, c'est-à-dire établir son comique sur, justement, la satire des vices de son temps. Pour les femmes savantes, donc, qui sont de mars 72, outre les attaques contre l'abbé Cotin, donc derrière le personnage de Trissotin, on peut y voir une prise de position de Molière voulant, au fond, adresser une sorte de réplique à ce dogmatisme philosophique qui commençait à régner sur la société de son temps, qui inondait les salons, qui inspirait de nombreux ouvrages et qui indisposait au fond de nombreux esprits libres comme Molière, comme La Fontaine ou comme Boileau. Et cette forme de vulgarisation du cartésianisme heurtait d'ailleurs probablement les convictions personnelles de Molière. Et elle prenait à ses yeux des faces, des visages inacceptables, c'est-à-dire une forme d'esprit intolérant, d'esprit de système qui s'opposait à une conception vivante du monde typiquement humaniste. Et pour se moquer de la philosophie donc incriminée, Molière l'a fait passer par le prisme déformant de trois précieuses qui conjuguent sur un mode particulier le ridicule fondé sur l'excès. Et contrairement aux précieuses ridicules, les femmes savantes appartiennent à cette classe parisienne, cette haute bourgeoisie, qui touche de près la cour. Et elles sont devenues des plaisantes, elles aussi, de comédie, en raison de leur gravité imperturbable, avec laquelle elles couvrent leurs prétentions encyclopédiques, engendrant d'ailleurs une forme de confusion mentale et faisant de leur amour délirant de l'abstraction, au fond, un manque de sagesse et de savoir. Et Molière, en moquant la colonisation des cercles mondains, des cercles même littéraires, par le cartésianisme, en poussant justement à l'excès, selon son point de vue, le dualisme entre l'esprit et la matière jusqu'à l'outrance, Molière a su donc, par cette comédie, montrer un esprit de sagesse avec subtilité, sans pour autant donc atténuer la force du comique. Et c'est l'une de ces dernières comédies, et c'est presque un message, on pourrait dire testamentaire de Molière, qui nous permet de comprendre sa vision du monde
monde, une vision du monde typiquement humaniste. Je vous remercie.